Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Une trêve, mais quelle trêve au Liban? À quelques heures d'une rencontre diplomatique à Washington, le face-à-face meurtrier entre Israéliens et combattants du Hezbollah se poursuit dans le sud du pays. Un cessez-le-feu durable et respecté par chaque partie est-il vraiment possible? Un soldat français de la FINUL blessé au sud Liban le week-end dernier a perdu la vie. Le ministre français des Affaires étrangères parle d'un crime de guerre. On y reviendra. L'Iran maintient son emprise sur Hormuz malgré le blocus américain. Téhéran affirme avoir saisi 2 bateaux, dont un battant pavillon panaméen. L'incertitude autour de la trêve décrétée par Donald Trump fait bondir à nouveau les prix du pétrole. Et puis au moins 2 morts, 1 disparu et 8 blessés dans une attaque russe à Dnipro en Ukraine. Volodymyr Zelensky sera à Chypre dans les heures qui viennent. Les Européens vont officialiser le déblocage d'un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, qui était jusqu'ici bloqué à cause de Viktor Orban, le Hongrois. Et c'est en Ukraine que nous allons poser les valises de Parlons-en jusqu'à 10h45. L'Ukraine qui s'apprête à commémorer les 40 ans du pire accident nucléaire de l'histoire qui a eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986. Une catastrophe dont le récit n'est pas achevé aujourd'hui encore, tant les mensonges et les contre-vérités ont déferlé sur l'Union soviétique et sur l'Europe il y a 40 ans, comme les résidus radioactifs. Une tragédie dans la tragédie, car la centrale, qui porte toujours en son cœur une plaie béante, s'est retrouvée au milieu de la guerre entre Russes et Ukrainiens. Tchernobyl, un passé radioactif, c'est Parlons-en aujourd'hui avec mes invités Emmanuel Chaz, David Cornbrosa et Laurent Coumel. Bonjour à tous les trois. Merci d'être là en plateau et à distance. C'est Parlons-en, on a beaucoup de choses à se dire et c'est parti. Et je vous salue d'abord Emmanuel Chaz, vous êtes la correspondante de France 24 en Ukraine. Bonjour Emmanuel, il y a beaucoup de vent ce matin dans la capitale ukrainienne, j'espère qu'il va nous permettre d'avoir cette discussion avec vous. Vous avez tourné nombre de reportages sur l'accident nucléaire de Tchernobyl et vous revenez tout juste du site. Vous nous raconterez tout à l'heure ce que vous avez vu. À distance aussi, Laurent Coumel, bonjour à vous. Merci beaucoup de participer à cette discussion. Vous êtes maître de conférence en histoire à l'INALCO, co-auteur de Tchernobyl, la mémoire atomisée, qui est sortie aux éditions Jean-Claude Lattès, et conseiller historique de la série documentaire que vous avez réalisée. David Cornbrosa, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous avez donc signé cette série documentaire Tchernobyl, une tragédie sans fin, pour France Télévisions, qui sera diffusée à 21h mardi prochain et disponible, je crois, l'avant-veille déjà en replay, comme on dit en bon français, sur le site internet de France Télé. On va d'abord regarder bien sûr quelques images de la série qui est en 4 épisodes et puis on en reparle juste après. J'étais jeune ingénieur quand j'ai participé à la construction de la centrale de Tchernobyl. C'était la première centrale d'Ukraine. À Tchernobyl, les systèmes de sécurité du réacteur étaient fiables. Может ли взорваться атомная электростанция? Это совершенно исключено. On était assis et tout à coup, une explosion sourde. Un choc. À 50 mètres, j'ai vu le réacteur 4 brûler comme une torche. Благодаря принятым эффективным мерам, сегодня можно сказать, худшее позади. Ce qui était encore un nouveau mensonge, puisque le pire était à venir. C'était la plus grande structure terrestre mobile jamais construite. Russia breaches Ukraine's borders in the biggest attack since the Second World War. L'arche de l'ancienne centrale de Tchernobyl vient d'être touchée. Il semblerait que l'humanité continue de se détruire. Le plutonium se désintègre en 24 000 ans. Tchernobyl est éternel.
Voilà, avec une musique incroyable et la voix de Vincent Lindon pour raconter cette histoire qu'on raconte depuis 40 ans, quoique on y reviendra bien sûr pas en ces faits. Il y avait encore des choses qu'il nous fallait découvrir et raconter, David Cornbrosa, sur la tragédie de Tchernobyl. Oui, je pense que l'historiographie évolue et il y a de nouvelles choses effectivement à raconter, ne serait-ce que parce que la guerre est en cours là-bas et que Tchernobyl, la centrale, se retrouve sur la ligne de front. Donc il faut quand même raconter cette histoire et surtout des nouvelles archives sortent, des archives du KGB qui sont déclassifiées, qui il y a 10 ans n'étaient pas encore déclassifiées, et on voit à quel point le régime ment. Pendant toutes ces années, ment auprès de sa population, ment auprès du monde entier, en fait, pour cacher les véritables conséquences de cet accident, pour montrer comment, en fait, pour cacher l'empoisonnement à long terme qu'il y a eu en Ukraine, en Russie, en Biélorussie et dans le reste du monde. L'histoire de Tchernobyl n'a pas encore été tout à fait racontée, Laurent Koumel ? Oui, et puis je pense qu'elle ne le sera jamais complètement. D'abord parce que les archives du KGB, effectivement, sont ouvertes seulement en Ukraine, mais celles qui sont à Moscou, c'est-à-dire là où se trouve le cœur du système soviétique, elles sont toujours fermées. Et puis ensuite, il n'est pas sûr que toutes les informations s'y trouvent. Parce qu'un accident de ce type, d'abord, les ingénieurs, les scientifiques soviétiques eux-mêmes n'ont pas compris tout ce qui se passait. Et ensuite, il y a eu effectivement toute une opération de déni et de masquage des conséquences pour la population, qui a commencé à l'époque soviétique et qui malheureusement a continué pour des raisons aussi économiques, sociales. Les pays qui étaient les successeurs de l'URSS n'ayant pas les moyens de mener l'enquête et comprendre toutes les suites de l'accident. On va y venir bien sûr. Emmanuel Chaz, il se trouve que vous étiez il y a quelques jours encore dans la zone d'exclusion de 30 km autour du site de la centrale accidentée. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous qui n'y sommes pas allés, à quoi ça ressemble aujourd'hui quand on arrive dans cette zone d'exclusion ? Eh bien, écoutez, déjà, comme c'est une zone d'exclusion, on entre par un checkpoint où il faut s'arrêter, il faut montrer son autorisation, puisqu'on n'entre pas comme ça sans avoir eu une autorisation de l'agence d'État de gestion de cette zone. Et puis, ce qui frappe d'un premier abord, c'est qu'on arrive, après avoir franchi cette barrière, dans exactement la même route qu'on vient de quitter, avec des arbres à droite, à gauche de la route, sauf que le niveau de radiation sur le niveau de radioactivité, notamment lorsqu'on s'éloigne à peine de quelques centimètres de la route, eh bien, il augmente immédiatement. Au bout de quelques kilomètres, on entre dans ce qui s'appelle la forêt rouge. C'est la forêt sur laquelle le nuage radioactif est passé en 1986. Cette forêt où les arbres avaient tous été brûlés, où il y avait un paysage absolument lunaire. Alors aujourd'hui, il n'y a plus ce paysage lunaire. La végétation a repris, sauf que cette végétation, elle se nourrit des nappes phréatiques encore hautement radioactives. Donc il est encore très très dangereux aujourd'hui à la fois d'y mettre les pieds, d'y rester un peu avec un temps un peu prolongé, de s'exposer aux radiations. Et justement, on disait que Tchernobyl se situe sur la ligne de front. C'est à quelques kilomètres seulement du Bélarus, d'où sont entrés les troupes russes en 2022. Ces mêmes troupes russes qui ont creusé des tranchées dans cette même forêt rouge. Donc ce qui frappe, c'est que a priori, lorsque c'est un jour calme, un jour ensoleillé, on a l'impression finalement de simplement continuer sa route, sauf que rien n'est normal dans cette zone d'exclusion autour de la centrale. C'est une zone qui est militarisée, c'est une zone où on voit également des chevaux sauvages, des cerfs passer, puisque la nature reprend le dessus. Et puis surtout, on voit défiler, kilomètre après kilomètre, des villages abandonnés, des maisons qui ont été quittées dans la précipitation en 1986. Et ça aussi, c'est une plaie béante dans l'histoire ukrainienne, puisque plus de 300 000 jusqu'à 350 000 personnes ont dû être déplacées de cette zone suite à l'accident. Et notamment cette ville de l'atome, aujourd'hui ville fantôme, hein, c'est l'une des phrases du documentaire Emmanuel Chaz, cette ville de Pripyat qui s'est comme figée dans le temps. Absolument, et c'est absolument frappant lorsqu'on rentre dans cette ville de Pripyat. Elle a vraiment été, elle est recouverte de végétation finalement la nature a repris ses droits sur cette ville. Donc les routes, elles sont recouvertes de terre, les bâtiments, on les aperçoit à travers des arbres qui ont repoussé. Et là encore, la radioactivité est
ultra présente, c'est-à-dire qu'on s'y promène avec un dosimètre à tout moment. C'est ce petit appareil qui permet de mesurer le niveau de radiation auquel on est exposé. Alors, à l'intérieur des bâtiments, parce que les murs font leur effet protecteur, et bien les radiations ne sont pas normales, mais elles sont moindres comparées à ce qu'on va retrouver dans la forêt environnante. J'y suis allée un jour de grand soleil. Alors, on aurait pu se dire, voilà, ce sont des conditions idéales de tournage. Non, puisqu'il faisait grand soleil, il y avait du vent. Au printemps, ça signifie aussi que les arbres relâchent du pollen, et dans ce pollen, il y a aussi des particules radioactives. Donc, on ne se déplace pas dans cette zone à visage découvert. Il faut se couvrir la tête, les cheveux pour ne pas que ces particules radioactives se posent sur la peau, se mettent dans les cheveux. Il faut se recouvrir le corps également. Donc, rien n'est normal dans cette zone. Rien n'est normal à Pripyat. Donc, on est à 130 km au nord de Kiev. La ville de Pripyat, elle a été construite, David Kornbroda, précisément pour loger les salariés de la centrale de Tchernobyl et leurs familles. 50 000 personnes. Ils font partie des premiers sacrifiés, car quand l'accident intervient dans le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, après un test qui ne se passe pas comme prévu, à la seconde où le réacteur éclate, le danger est partout et on ne va rien leur dire. Exact, il est 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 éclate, explose. C'est totalement inédit, un réacteur nucléaire qui explose, et les habitants de la ville ne sont pas informés. Le matin, les ouvriers de la centrale, d'ailleurs, vont à la centrale, ne sont même pas avertis du danger et de l'explosion. Ils ont entendu quand même. Certains ont entendu. La ville de Pripyat est à 3 km de la centrale, ils ont peut-être entendu, mais ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. Le matin, les commerces sont ouverts, les enfants vont à l'école, les gens mènent leur vie quotidienne, et en fait il faut attendre pratiquement un jour et demi, 36 heures, pour que l'évacuation de la ville se fasse en un après-midi. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1000 autobus, transports scolaires et autres qui sont amenés sur la zone, et 50 000 habitants sont évacués, et on leur dit qu'ils vont partir pour 3 jours. C'est-à-dire qu'ils pensent que, alors ils laissent leurs affaires, ils laissent leurs animaux domestiques, ils prennent quelques affaires, ils partent. Ils ne sont jamais revenus. Et c'est ça la tragédie, c'est qu'ils ne sont jamais revenus. Et aujourd'hui, Pripyat, c'est une ville fantôme, et il y avait encore énormément d'éléments de la vie quotidienne, du linge qui pend aux fenêtres. On a des images de ces manèges qui se sont arrêtés aussi à l'instant T où la ville a été évacuée. Pripyat, Laurent Koumel, c'est la fierté soviétique, comme la centrale de Tchernobyl, achevée 2 ans, en tout cas l'intégralité de la centrale a été achevée 2 ans avant la catastrophe. Et c'est précisément parce que cette centrale de Tchernobyl est présentée à l'époque comme le summum de la technologie soviétique qu'elle ne peut pas défaillir, car avec elle, c'est toute l'URSS qui défaillirait. Oui, tout à fait. Alors, on peut ajouter que la centrale n'était pas complètement finie, puisqu'il y avait encore 2 réacteurs en construction. À terme, elle devait devenir la plus grande centrale, la plus puissante centrale nucléaire d'Europe. C'est-à-dire que c'était vraiment le fleuron de la technologie nucléaire soviétique. Et cette ville modèle, où les conditions de vie, les équipements, l'approvisionnement de la population étaient vraiment exemplaires et plutôt étaient supérieurs à la moyenne soviétique. Le fait même d'ailleurs d'avoir une grande roue comme ce manège qu'on voit effectivement, qui est devenu une image iconique de la ville fantôme, en fait c'était réservé aux grandes capitales en URSS, mais aussi à ces villes atomes, à ces villes donc des centrales nucléaires, parce que là, on mettait le paquet, on mettait les moyens pour permettre aux habitants d'avoir une vie de rêve, à côté d'un danger qu'à l'époque, on ne soupçonnait pas aussi grand, mais en tout cas, c'était une façon aussi de compenser ce risque, et puis de pouvoir montrer aussi aux délégations étrangères qui visitaient Pripyat. Il y a eu des diplomates étrangers, y compris des États-Unis, qui sont venus visiter cette centrale à plusieurs reprises. Voilà comment on vit en URSS. Voilà comment on a maîtrisé cette technologie de l'atome que vous avez maîtrisée aussi en Occident d'ailleurs. Et voilà comment nos habitants en bénéficient.
Voilà, il ne peut pas y avoir d'accident à Tchernobyl, David Kornbroza, selon le narratif soviétique, parce que cette centrale est infaillible. Pourtant, des alertes, il y en a avant 86. On l'apprendra plus tard, il y en a dès 1983. Il y a aussi le choix des réacteurs qui est très controversé. Et ça explique aussi pourquoi ce temps de réaction des autorités et soviétiques et aussi des responsables de la centrale. C'est-à-dire tout est bâti sur un grand mensonge. Le mensonge, c'est que l'Union soviétique aurait les meilleurs réacteurs, les RBMK. Or, en fait, ils ont un problème de conception dès le début. Alors, l'avantage, c'est qu'ils peuvent produire du plutonium nucléaire, c'est-à-dire pour armer les ogives. Donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi cette technologie. Mais la technologie RBMK n'est pas du tout stable. La centrale nucléaire de Tchernobyl, dès 83, le KGB relève des malfaçons et tire le signal d'alarme. Pourtant, rien n'est fait, mais il ne fallait pas remettre en cause la suprématie soviétique, le prestige soviétique de l'atome. L'Union soviétique était une puissance nucléaire réputée. Il ne fallait surtout pas abattre ce paradis soviétique, à la fois sa technologie et voilà. Il y a à la fois, Emmanuel Chaz, une volonté politique de couvrir la réalité et les alertes qui, semble-t-il, étaient arrivées jusqu'aux responsables soviétiques. Il y a aussi un sentiment, et on le voit quand on regarde la série Doc, un sentiment d'improvisation totale. Des milliers de personnes envoyées à la mort certaine dans les premières secondes de l'accident. Les pompiers d'abord pour commencer, et puis après il y a eu bien sûr ce qu'on a appelé les liquidateurs. Il n'y avait pas de plan de crise comme on peut en connaître aujourd'hui sur les sites industriels partout dans le monde. Alors, il y avait des protocoles qui avaient été établis en cas de contamination, d'irradiation de la population, mais je pense qu'au moment où Tchernobyl est arrivé, on parle de la première catastrophe nucléaire de cette ampleur. Personne n'était préparé, et on vient de le dire, c'est aussi un problème pour l'Union soviétique que d'admettre toute faiblesse, et effectivement, en l'état, une catastrophe de ce genre est une faiblesse. C'est pour ça que lorsqu'on écoute le message glaçant qui a été passé à la radio de Pripyat 36 heures après l'explosion, on entend cette voix féminine dire aux habitants qu'il y aurait une situation préoccupante suite à l'explosion, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais qu'il faut évacuer pour quelques jours. Donc on voit que le mensonge d'État, il est enclenché dès le départ. Il y a évidemment un mensonge d'État auquel on ne peut pas ignorer aussi une impréparation logistique. Pripyat, c'est une ville à l'époque d'environ 50 000 habitants. Comment faire partir ces 50 000 personnes le plus rapidement possible? Il faut organiser des bus, il va y avoir la police qui va être sollicitée, notamment la police de Kiev. J'ai pu parler à certains des officiers qui ont participé à ces mesures. Ils sont venus avec des véhicules blindés dont on avait recouvert la cabine de plomb pour tenter de limiter l'irradiation des gens dans la cabine. Ça veut dire qu'on savait qu'il y avait un danger pour la santé, qu'on l'a caché, parce que sinon peut-être qu'il y aurait eu moins de personnes qui auraient répondu à la catastrophe. Et surtout, évidemment, pour les Ukrainiens, ça aussi, après cet accident, il faut dire que ça a réveillé le nationalisme ukrainien par ce sentiment justement d'injustice, ce sentiment que la population n'a pas eu toutes les informations qu'elle aurait dû avoir en premier lieu lorsque cet accident s'est produit. Je le répète, 36 heures, il a fallu 36 heures à Moscou pour enfin se décider à évacuer cette population de Pripyat. Pripyat est la plus grande ville près de la centrale, mais il y a aussi la ville de Tchernobyl qui a donné son nom à la station. Tchernobyl, c'est le nom ukrainien, c'est d'ailleurs le véritable nom de cette station, Tchernobyl étant le nom russe. Toute cette région a dû être évacuée, c'est environ 350 000 personnes, mais ces évacuations, eh bien, le fait qu'elles aient eu lieu très tard, ça a forcément eu des conséquences sur la santé des personnes qui ont été évacuées. Laurent Koumel. Oui, je voudrais ajouter des éléments de contexte. Alors, d'abord, il est vrai que le réacteur RBMK est beaucoup plus vulnérable, en tout cas instable que les réacteurs occidentaux. Mais à l'époque, il ne faut pas oublier que l'URSS fait partie de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle a donné les plans de ces réacteurs, elle a fait valider, elle a fait visiter par des experts internationaux. Et ces réacteurs, alors les experts n'ont pas toute l'information justement sur les défauts de conception que les ingénieurs scientifiques soviétiques avaient pointés dans des rapports très confidentiels, mais
ils ont validé quand même le fonctionnement de ces réacteurs. Ensuite, il est évident qu'à l'époque, personne ne peut imaginer un accident pareil dans le monde entier. Donc l'accident qui consiste, qui aurait comme conséquence, comme aboutissement, l'explosion d'un réacteur, ça ne s'est jamais produit. Par contre, les Soviétiques ont une expérience quand même en la matière. C'est l'accident de Kishtim, petite ville, petit site nucléaire fermé, secret dans l'Oural en 1957, qui à l'époque a été complètement tenu secret de la population. Il sera révélé dans les années 70 aux États-Unis, mais ensuite de façon officielle par l'État soviétique à la fin des années 80. Et là, ils ont quand même pu mettre en place d'abord des protocoles. Ils ont inventé d'ailleurs le mot liquidateur, liquidatrice pour la liquidation des catastrophes nucléaires. Et puis, ils ont mis en place des protocoles d'action, une médecine aussi qui existait ailleurs dans le monde, mais qui était assez perfectionnée en URSS. Donc, ils avaient quand même un certain nombre d'éléments. Par contre, ils s'attendaient plus à des alertes du type guerre nucléaire, guerre chimique, tous les nombreux masques à gaz qu'on trouve d'ailleurs dans ces débris d'écoles de Pripyat et qui étaient partout en URSS, pas propres uniquement au site nucléaire, mais parce que c'était la guerre froide, on s'attendait à une attaque possible, bactériologique, chimique. Alors oui, des radiations, mais sous la forme de bombes nucléaires qui laissent des traces. Et là, c'est un accident complètement inattendu. J'ajouterais aussi que quand même, l'évacuation a été tardive pour une grande partie des habitants de la région, qui était beaucoup plus vaste que les alentours de la centrale. Par contre, évacuer en 36 heures une ville de 50 000 habitants, les Japonais ont vu en 2011 que c'était pas simple. Et je pense que n'importe quel pays aurait eu des difficultés à le faire. Maintenant, ça a été fait en masquant les choses à la population, ce qui est une autre question. Mais la question de la panique dans une situation pareille est aussi les une grande autorités question, soviétiques, pour les démocrates. Oui, les autorités soviétiques se défendent en disant qu'il fallait éviter la panique, et vous faites référence à l'accident nucléaire de Fukushima. La décision toutefois des autorités soviétiques a été d'envoyer nombre de personnes à une mort certaine, et bien sûr, la mémoire collective se souvient de ces liquidateurs. Donc c'est un terme qui englobe tous les soviétiques qu'on a envoyés d'ailleurs de façon plus ou moins volontaire donc à cette mort certaine, et parmi eux ces hommes sur le toit du réacteur dont vous présentez les archives dans la série doc. On va regarder un extrait. Вот вам отводится 1 минута для того, чтобы решить следующую задачу. В этом районе работ лежат блоки. Понятно? Квадратные такие блоки весом примерно по 40, по 50 килограмм. Норма на солдат 4 блока. 4 блока надо взять, вот их видите, и бросить их в пропасть, в разрыв. Но близко нельзя подходить. Металлические предметы никакие не брать руками. Понятно? Графит вот в освинцованных рукавицах вращается правильно. Итак, вам один раз в жизни надо эту минуту отработать так, чтобы осталась память и сделали дело. Минуту. Вы знаете, что люди наши устали от этой уже аварии, ждут, когда мы с ней разделаемся, и солдатам доверена эта серьезнейшая задача. Environ 3500 soldats réservistes et volontaires se relaient pour ce nettoyage mortel. Équipés d'une armure de plomb dérisoire, ils ne peuvent travailler qu'une minute dans cet environnement toxique. Au-delà, les radiations seraient fatales. Quasiment l'ensemble des hommes qu'on a envoyés sur le toit du réacteur numéro 4 en 1986 sont morts dans des souffrances extrêmes. On les a envoyés avec des pelles et un équipement dérisoire. Alors ils ne sont pas tous morts, puisqu'on en a retrouvé quelques-uns. Une grande partie sont morts, en tout cas ont mal vieilli, malades, des cancers. Et c'est effectivement fou. Enfin, c'est une situation folle. C'est archivé folle. Et en plus, ça a été filmé. Moi, j'ai été très surpris en faisant le documentaire qu'il y ait autant d'archives sur ces liquidateurs ou sur l'accident. Il pensait que ça allait bien faire, que c'était comme ça qu'il fallait procéder. Il pensait bien faire, il voulait certainement, il voulait le documenter. Ouais. Pour le comité central, montrer qu'il faisait quelque chose, qu'il travaillait, et peut-être qu'il voulait aussi héroïser ces hommes-là directement pour les mettre sur un piédestal, voyez-vous, en disant, eh bien, l'Union soviétique, on prend nos responsabilités, on gère le problème. Donc il voulait peut-être documenter ça vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de l'extérieur. Et c'était aussi pour de la propagande interne, c'est-à-dire pour encourager les gens à s'engager pour liquider le problème. Il dit bien liquider le problème.
Et donc, moi, j'étais très étonné parce que à la base, ça devait rester secret. Je veux dire, ils ne communiquaient pas à l'extérieur sur l'accident de Tchernobyl. Et pourtant, j'ai trouvé une masse d'archives absolument époustouflante que j'ai pu utiliser dans le documentaire. Il y a ces soviétiques à qui on dit d'ailleurs vous êtes de bons soviétiques, vous allez y aller, on vous demande pas vraiment votre avis, Emmanuel Chaz. Et puis il y a les habitants de Pripyat, de la région environnante, on l'a dit, mais il y a aussi des centaines de milliers de civils qu'on a mis en danger après l'accident, après la catastrophe nucléaire, jusqu'en Biélorussie, jusqu'en Russie. Et David et Laurent racontent dans le film qu'on a provoqué la pluie pour sauver Moscou, pour éviter que les déchets ne retombent sur la capitale, sur Moscou. En revanche, on n'a pas empêché le défilé du 1er mai à Kiev. Quelques jours plus tard, il y a eu vraiment une mise en danger qui a dépassé largement le périmètre strict de Tchernobyl. Absolument. Alors d'abord, ce nuage radioactif qui a suivi l'explosion, il faut dire qu'une grande partie de ce nuage s'est dirigée vers le Bélarus, qui a été fortement affecté, mais il y a aussi une partie qui s'est répandue sur l'Ukraine centrale, principalement sur les régions de Tchernihiv et ici dans la capitale. Et autant on peut justifier par la logistique, par la volonté de ne pas créer un mouvement de panique, peut-être la lenteur des premiers moments, des premières heures, mais cette lenteur et ce mensonge, il ne se justifie plus lorsqu'on permet quelques jours plus tard, le 1er mai, vous le mentionnez, des rassemblements de masse en plein centre de la capitale ukrainienne, sans avoir prévenu la population du danger des émanations radioactives qui ont forcément touché la capitale, qui ont forcément touché les millions d'habitants ici en Ukraine. Donc c'est surtout cela qui aujourd'hui est aussi commémoré, c'est que cette population ukrainienne, bélarusse et aussi russe a été exposée sans savoir à quel danger elle faisait face, sans avoir été informée des principes de précaution qu'elle aurait pu prendre pour se protéger justement de cette radioactivité. Ça, c'est encore très présent dans l'imaginaire, dans la pensée ukrainienne. Je reviendrai également sur ma visite à Tchernobyl, donc la ville qui se situe à environ 18 km de la centrale nucléaire. Il y a une installation artistique avec des panneaux de ville, 96. Donc ce sont les 96 villes côté ukrainien qui ont été rayées de la carte. Il y a une installation similaire au Bélarus. Et puis l'artiste qui a créé cette installation, il n'a pas voulu faire de même pour les villages russes, puisque, comme pour beaucoup d'Ukrainiens, il tient la Russie pour responsable de cette catastrophe. Laurent Koumel. Oui, je voulais dire on peut avoir deux explications à cette mise en danger, effectivement, à cette mise en sacrifice d'une population auquel on n'a pas donné tous les éléments et qu'on a fait défiler le 1er mai, par exemple. Il y a à la fois la dimension idéologique, parce que voilà, le régime n'arrive pas à renoncer à son fleuron technologique. Le régime soviétique, c'est le socialisme dit scientifique. La science est au cœur du projet. Elle a même remplacé un peu les discours de Marx et de Lénine à un moment donné en disant « nous, on va vers le progrès, on a la meilleure science ». Et puis, il y a aussi la rentabilité économique, parce que finalement, les autorités refusent de renoncer à cette centrale en exploitation. Il reste trois réacteurs qui vont être arrêtés au bout de quelques jours quand même après l'accident, mais dont l'objectif est justement la remise en service à l'automne. C'est ça qui aussi explique pourquoi on envoie ces hommes vraiment à la mort sur le toit, parce qu'on aurait pu laisser les choses en l'état. Alors ça aurait été très compliqué, parce qu'une centrale nucléaire, il faut toujours qu'elle ait de l'électricité, de l'eau qui circule pour refroidir le combustible. Bref, on ne peut pas la laisser sans personnel. Mais là, la volonté, c'était aussi de relancer l'activité pour dire, voilà, on a résolu le problème et on repart, et puis on refait fonctionner nos réacteurs qui produisent l'électricité. Alors l'Union soviétique cache les faits sciemment. Les démocraties occidentales ne disent pas non plus l'histoire telle qu'elle s'est passée. C'est la fameuse histoire du nuage radioactif. On entendit ces derniers jours les regrets quasi éternels de la présentatrice, d'une des présentatrices météo ici en France, qui encore aujourd'hui a une culpabilité immense. On va regarder un extrait d'un journal de nos confrères de TF1 qui date d'avril 2000 et qui raconte comment on a présenté aux Français la réalité, ou pas vraiment la réalité justement, de l'accident nucléaire. Il n'y a de fait aucune raison, de par les conditions météorologiques elles-mêmes, que quoi que ce soit mesuré en France. La toxicité, là, on peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger. Ça n'en a présenté aucun
en Scandinavie, et plus le temps passe, plus ça se disperse, et ça devient totalement insignifiant. Le même institut a reconstitué l'itinéraire du nuage. Une dernière carte, celle des départements les plus touchés, ici de couleur sombre, montre une irradiation qui est loin d'être marginale. Voilà, l'histoire qu'on a racontée aux Français, elle a été racontée de la même façon dans d'autres pays européens. C'était un mensonge ou c'était la conséquence des mensonges proférés par l'Union soviétique ? Je crois que c'était aussi pour éviter la panique. Décidément, on y revient. Voilà, on y revient. C'était aussi parce que, d'abord, les pays occidentaux n'avaient au début aucune information. Et puis, leurs capteurs captaient un petit peu de radioactivité, mais c'était résiduel, c'était pas considéré comme dangereux. Maintenant, les études ont montré que ça a provoqué quand même des cancers aussi en France. Ça a eu des conséquences, en Corse notamment, et dans d'autres départements. On n'a pas encore parlé, enfin on va s'arrêter un peu sur le contexte historique. 1986, on est en pleine perestroïka. Le patron de l'URSS, bien sûr, c'est Gorbatchev, qui ne parle que 18 jours après l'explosion, en tout cas à la télévision d'État. Et il a ces mots, le pire est derrière nous. D'ailleurs, il n'ira sur les lieux que début 1989, donc quelques mois, bien sûr, avant la chute du mur de Berlin, mais quasiment 3 ans après la catastrophe. Et c'est d'ailleurs, vous le racontez dans le documentaire, ce n'est qu'à ce moment-là, 89, qu'on diffuse les cartes, présentées en tout cas à l'époque comme étant les vraies cartes de la radiation. Ce que vous racontez dans le film, peut-être Laurent Koumel là-dessus, c'est que vraiment l'accident nucléaire de Tchernobyl a accéléré la ruine de l'Union soviétique. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que là, il y a un petit décalage temporel, parce que c'est pas en 86 que tout se produit, même si un accident de ce type-là, la population, par exemple, à Kiev, tous les enfants ont été envoyés en vacances anticipées, même s'il y avait eu le défilé du 1er mai. Ensuite, les gens ont bien compris, d'ailleurs, ils s'étaient un peu rués aussi sur les gares pour essayer de partir de la ville, en province, dans d'autres républiques d'Union soviétique. Donc, il y avait quand même un sentiment, d'ailleurs, de panique, enfin, des phénomènes qui montraient qu'on avait compris qu'il se passait quelque chose et qu'on cachait quelque chose à la population. Mais c'est en 89, comme le montre très bien le documentaire de David, justement, que sont produites les cartes, qu'on sont publiées dans la presse soviétique, les cartes qui montrent que cette contamination d'abord a été beaucoup plus grande et qu'ensuite il y a des zones qui sont encore contaminées 3 ans après et dans lesquelles il ne faut pas vivre. Donc c'est là qu'on fait encore une évacuation supplémentaire en retard, et celle-ci effectivement et on peut le dire criminelle, de ces populations. Et c'est aussi le moment où le doute s'installe. Alors il s'installe par beaucoup de facteurs, parce que Gorbatchev a ouvert les voies à l'information sur beaucoup de sujets, des catastrophes environnementales, mais aussi des crimes du passé, les crimes du stalinisme. Et tous ces éléments se combinent pour faire le discrédit en fait du régime soviétique aux yeux d'une grande partie, de la majeure partie, on peut dire, de l'opinion, non seulement en Ukraine, au Bélarus, mais aussi en Russie. Il ne faut pas l'oublier, la Russie est aussi à la pointe du combat contre l'Union soviétique, et considère comme un carcan et un régime criminel. La centrale, on doit faire des sauts dans le temps, mais je renvoie bien sûr à la série doc qui prend le temps d'expliquer chronologiquement tout ce qui s'est passé. La centrale de Tchernobyl, dans son ensemble, n'a cessé de fonctionner qu'en 2000, c'est-à-dire 14 ans après la catastrophe. On a construit, pour faire vite, plusieurs sarcophages sur le réacteur endommagé. Le dernier a été achevé il y a une petite dizaine d'années. Sarcophage qui est une prouesse technologique, et vous le racontez bien, on se souvient des images de sarcophages qui avancent comme ça sur la centrale, construit, racontez-vous, pour résister à tout, sauf à ce que l'Ukraine découvre en février 2022. Autre extrait de votre film. Le réacteur est désormais scellé. L'arche a été étudiée pour résister aux températures les plus extrêmes, ainsi qu'aux typhons les plus violents. Mais elle n'a pas été conçue pour résister à une guerre. Russia breaches Ukraine's borders in the north, south and east in the biggest attack on a European country since the Second World War. Before dawn this morning, President Putin unleashed a full-scale invasion by land, sea and air. There have been dozens of civilian and military casualties. Le 24 février 2022, à l'aube, l'armée russe envahit l'Ukraine.
Le jour même, une unité spéciale prend le contrôle de la centrale de Tchernobyl. Personne ne pensait que nos frères, entre guillemets, allaient nous attaquer. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Il faut être constamment prêt à tout. D'autant qu'on sait que la Russie a toujours eu des velléités impérialistes. Inconscients du danger, les soldats russes creusent des tranchées dans la forêt rousse, fortement contaminée. Je vais vous dire, ça m'a même fait sourire à un moment, parce que ce sont de parfaits débiles. Ils bouffaient là-dedans, dans ces tranchées. Ils s'y enterraient. Après ça, beaucoup de soldats russes sont tombés malades. Il y en a même certains qui sont morts. Chez eux, il y aura toujours cette idée que les gens ne sont que de la chair à canon. Alors Emmanuel Chaz, le jour de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les premières forces russes sont arrivées sur la centrale de Tchernobyl. Pourquoi à ce moment-là, et comment s'est passé les 35 jours d'occupation russe de la centrale ? Alors ça, c'est un élément clé de cette invasion. Elle a commencé par le Bélarus. C'est vraiment juste à quelques kilomètres de la centrale de Tchernobyl. Et évidemment, personne ne pouvait s'imaginer avec le passé de cette centrale, avec la catastrophe qui a eu lieu il y a 40 ans, que ça deviendrait un objet finalement d'occupation militaire. Les troupes qui sont entrées dans la centrale, on l'a entendu, parmi elles des soldats ont creusé dans la forêt la plus radioactive du site, la forêt rouge ou rousse, comme c'est traduit en français. Je crois qu'on entend le superviseur qui était pendant ces 35 jours d'occupation dans la centrale. Il n'en croyait pas ses yeux de voir des soldats creuser des tranchées dans cette forêt dangereuse, aussi de ramener des sacs de sable pour fortifier leur position autour de la centrale, du sable radioactif, alors que s'il y a besoin de matériaux de construction, évidemment les Ukrainiens ne vont pas prendre ces matériaux dans la forêt rousse. Alors pour les gens qui travaillent à la centrale, puisque même si elle est fermée, il faut quand même faire tourner la centrale électrique pour refroidir le combustible nucléaire, et ça sera encore le cas pour des années et des années à venir. Le personnel qui a commencé sa vacation, son shift, le 23 février 2022, eh bien, ils n'ont pas pu sortir de la centrale pendant 35 jours, puisque les Russes ne les auraient pas laissés partir avant. Alors normalement, pour des raisons de sécurité, ces vacations sont limitées, puisqu'il faut être hautement concentré pour travailler sur un site si sensible. Ils ont passé 35 jours à dormir sur ce lieu de travail extrêmement dangereux, avec des accès à la nourriture à peu près corrects, puisque les soldats russes avaient quand même compris l'enjeu de laisser des spécialistes continuer à faire fonctionner cette centrale sous peine de mort. Le superviseur de la centrale avait d'ailleurs même de temps en temps exagéré ce risque pour être sûr que ses ouvriers seraient laissés tranquilles. Et puis finalement, après, je crois que c'était une trentaine de jours, un deuxième shift a été laissé passer. Il venait de la ville voisine de Slavutich. Si vous regardez où est située la centrale, il y a la centrale d'un côté, il y a un petit bras, une petite péninsule de territoire bélarusse, et ensuite la ville ukrainienne de Slavutich qui devait passer par le Bélarus pour arriver à la centrale. Donc la relève est arrivée peu après la libération de la centrale, mais ça a été un moment extrêmement tendu, un moment aussi pendant lequel les troupes russes ont bombardé la ligne électrique qui reliait la centrale à la capitale, à Kiev. Pourquoi ce bombardement? C'était tout simplement pour faire du chantage également économique, pour rattacher la centrale de Tchernobyl à la grille électrique du Bélarus. Donc là encore se pose la question de la complicité du Bélarus dans cette occupation. La centrale, le sarcophage a de nouveau été visé et s'est retrouvé au cœur de la guerre en 2025. Une frappe de drone russe qui a endommagé une partie du sarcophage qui a été réparée depuis. Mais comment expliquer que la Russie de Vladimir Poutine cible cette centrale nucléaire dont on connaît le danger? C'est absolument fou. En février 2025, il y a un drone russe qui a
tapé le dôme protecteur. Délibérément, délibérément. C'était pas une erreur. A priori, c'est délibérément, mais qui a tapé le dôme qui protégeait l'ancien sarcophage et le réacteur numéro 4, et énormément de déchets radioactifs. C'est une folie, c'est-à-dire une centrale nucléaire sur une ligne de front dans une guerre, c'est fou, mais en plus qu'elle soit percutée, c'est un cauchemar en fait. Il faut bien comprendre qu'on hérite, nous, on hérite de la catastrophe de Tchernobyl. L'humanité hérite de cette catastrophe. C'est une région inhabitable pour des millénaires. Il y a encore de la radioactivité, il y a une centrale, il y a une guerre. Enfin, il en va de la responsabilité de tous, d'entretenir cette centrale et de faire que on puisse contenir cette radioactivité et ne pas provoquer d'autres catastrophes de ce type. Laurent Coumel, je reviens à cette idée qui paraît dingue, qu'on laisse des soldats creuser des tranchées dans cette forêt dont on connaît la radioactivité. Ça dit quoi? Ça dit la force, 40 ans plus tard, du narratif russe, qui n'a peut-être même pas dit à ses propres soldats qu'ils allaient risquer leur vie? Ça dit aussi pour moi, si vous me le permettez, le caractère atomisé de la mémoire de Tchernobyl, qui est le titre du livre qu'on a écrit avec Tatiana Kaspersky, qui est une chercheuse d'origine biélorusse et qui justement a travaillé aussi sur ces questions de mémoire en Biélorussie, au Bélarus aujourd'hui. En fait, on s'aperçoit, et votre correspondante d'ailleurs l'a dit, que côté ukrainien, on a une plus grande conscience du danger. Et bien sûr, dans une guerre avec des ordres militaires, on peut avoir des situations de mise en danger de ses propres soldats assez absurdes. Mais on peut dire aussi que c'est quand même un peu le résultat de cette amnésie, qui est une amnésie, à mon avis, en partie provoquée par la façon dont on parle de Tchernobyl, par exemple, dans les manuels scolaires, dans la sphère publique. Alors, en 2019, la série de HBO a été diffusée dans tous les pays, y compris la Russie. Et là, on s'est remis un peu à parler de la catastrophe. Mais finalement, la différence entre l'Ukraine et la Russie en particulier, me semble-t-il aussi sur ce sujet-là, c'est que on parle en Ukraine d'une catastrophe qui reste encore présente, qui a des conséquences jusqu'à nos jours et qui rend le site extrêmement dangereux, alors qu'en Russie, on dit c'est une catastrophe qui s'est produite en Ukraine, c'est un peu du passé, et puis maintenant on a surmonté ça. Donc finalement, il y a aussi cette dimension-là de l'oubli, mais auquel toutes les sociétés ont ce réflexe d'oubli aussi, parce qu'on a tendance à oublier les événements les plus graves et les plus traumatisants de notre mémoire. Un mot là-dessus, rapide si vous voulez bien, Emmanuel, car on arrive au terme de cette émission, sur la place que représente Tchernobyl aujourd'hui dans la mémoire ukrainienne et dans ce contexte de guerre, bien sûr, avec la Russie. Bien écoutez, 350 000 personnes évacuées ici en Ukraine, 600 000 personnes venues de toute l'Union soviétique et pas seulement, aussi d'Ukraine, pour tenter d'éliminer les conséquences de cet accident nucléaire majeur en 1986. Évidemment, cette catastrophe, elle est présente dans toutes les mémoires ici, et finalement, elle traduit bien une différence fondamentale pour comprendre à la fois l'Ukraine et la Russie de Vladimir Poutine. C'est qu'en Ukraine, on a notamment depuis la catastrophe, une conscience aiguë de la valeur de la vie humaine, alors qu'en Union soviétique, on le voit dans le traitement de cet incident, mais aussi dans l'histoire qui le précède et après. On voit qu'en Union soviétique, finalement, la vie humaine n'a que très peu, voire pas, de valeur. Elle n'est pas respectée. L'individualité est niée aussi, dans le sens où on envoie des gens à leur mort en leur disant vous serez de bons soldats, vous serez des héros, comme si le titre finalement de héros, il surpassait la valeur de la vie humaine pour moi, et d'autant plus après avoir je vis ici depuis plus de 4 ans maintenant, après avoir couvert cette guerre à grande échelle. Pour moi, c'est la différence fondamentale, cette importance accordée à la vie humaine côté ukrainien, qu'on ne voit pas dans toutes les actions faites par Moscou, notamment envers les Ukrainiens, mais aussi envers la propre population russe, envers les troupes russes, envers les gens qui ont répondu à cet accident nucléaire et aux gens qui sont envoyés dans cette guerre par Vladimir Poutine. Dans l'Union soviétique d'hier et la Russie d'aujourd'hui, Davian Kornbroza, aujourd'hui encore, on n'arrive pas à établir le bilan humain de la catastrophe. Contre toute évidence, nié par les autorités d'abord soviétiques, mais presque les autorités russes encore aujourd'hui. Nombre de cas de cancer de la thyroïde chez les enfants, de malformations, on le sait, sans parler bien sûr des personnes irradiées qui sont décédées très vite ou qui ont souffert toute leur vie.
Et je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, vous avez des survivants, des miraculés qui témoignent dans votre film et dont certains souffrent encore dans leur chair 40 ans plus tard. Et l'une des raisons, vous dites, et c'est terriblement cynique, pour lesquelles on ne connaît pas ces bilans, c'est parce que ça aurait coûté trop cher. Oui, reconnaître un nombre de victimes, ça veut dire il faut les indemniser. Aucun État ne veut indemniser des centaines de milliers de victimes de cette catastrophe. Déjà, les caisses de ces pays-là sont vides. Déjà, il y a une guerre. Ça devient très compliqué. Donc, assumer cette catastrophe, c'est pas du tout dans leur logiciel. Ça veut dire que ces victimes de Tchernobyl n'existent que dans la mémoire de ceux qui les ont connues. Oui, et puis c'est un mensonge qui perdure. Or, on sait très bien que la meilleure manière dire la vérité atténue les catastrophes. Il faut la dire la plus vite possible pour pouvoir maîtriser la catastrophe et soigner le plus possible. Mais là, c'est un mensonge qui perdure et on ne sait pas jusqu'où il va durer. Et puis, quant à la responsabilité et la justice, vous le racontez dans le film, il y a eu un procès expéditif à la soviétique et les vrais responsables, eux, sans doute, n'ont jamais dû s'expliquer de leurs actes. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Emmanuel. On vous retrouvera bien sûr dimanche à l'occasion du 40e anniversaire commémoré côté ukrainien. Merci beaucoup, Laurent Koumel. Je rappelle donc le titre de votre livre que vous évoquiez tout à l'heure, Tchernobyl, mémoire atomisée, qui est sorti aux éditions Jean-Claude Lattès et David Korn-Broza. Donc cette série à découvrir mardi soir sur France 2. Tchernobyl, une tragédie sans fin, et dimanche, ce week-end. Dès demain, sur le site de France Télévisions. Merci beaucoup avec la voix de Vincent Lindon. On se retrouve dans un quart d'heure et cette émission est à revoir en replay et réécoutée en podcast. Merci à tous les trois.